Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui, nous sommes le mercredi, je sais pas combien, je vais vous parler de deux sujets majeurs, trois sujets peut-être. Et je vais commencer par la nourriture, parce que ça doit être très simple la nourriture. La nourriture, ça se fait en deux temps majeurs. Je prends quelque chose d'extérieur et je le mange. Et dans un deuxième temps, j'évacue quelque chose qui a un rapport avec ce que j'ai mangé. Alors, par certains côtés, on pourrait dire, c'est un petit peu comme la procréation. La femme absorbe quelque chose de l'extérieur, qui vient de la semence de l'homme, et elle va évacuer quelque chose, qui va être l'enfant. Il y a un mouvement binaire tout à fait flagrant. Et tout est comme ça. Alors, ces deux moments de l'extraction, de récupérer quelque chose d'extérieur et de se l'approprier pour ensuite en sortir quelque chose, sont des moments spectaculaires parce qu'ils correspondent à un changement spatial, en quelque sorte. On dirait même de la question du temps. C'est un moment où je vois quelque chose qui est extérieur entrer quelque part, ou bien au contraire quelque chose qui était à l'intérieur en sortir. Et entre ces deux moments, eh ben, finalement, on ne voit pas très bien ce qui se passe, c'est pas très frappant. Eh bien, l'astrologie, c'est un peu comme ça pour moi, la cytologie. C'est-à-dire, il y a des moments qu'on peut percevoir, qu'on peut capter, qu'on peut prévoir éventuellement, et puis entre ces moments-là, il se passe toutes sortes de choses qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être appréhendées de manière aussi marquante, quelles que soient ces choses-là, et qui donc échappent à notre perception immédiate et flagrante. Autrement dit, le moment où nous absorbons n'est pas suivi immédiatement par le moment où nous évacuons. Et le moment où nous évacuons n'est pas nécessairement suivi immédiatement du moment où nous absorbons. Par exemple, quand une femme est enceinte, elle ne va pas forcément être à nouveau fécondée le jour même ou le lendemain. Elle peut attendre quelques jours. Ce qu'on appelle le processus des jumeaux irlandais. Et donc, ce qui va être prévisible et qui devra pouvoir être annoncé et observé, ce sont ces moments où l'on passe d'un stade, d'un état à un autre. Et effectivement aussi, évidemment, ce seront des moments qui se situeront dans un temps différent. Donc vous voyez bien, il y a à la fois le déplacement spatial, intérieur-extérieur, extérieur-intérieur, et le fait que ça ne se passe pas au même moment, que ces deux déplacements ne se produisent pas de façon concomitante. Alors on peut transposer au niveau sociétal, au niveau relationnel. Il y a des moments où nous recevons certaines choses de l'extérieur, où nous sommes pénétrés par quelque chose de l'extérieur, et des moments où nous avons plutôt envie de nous en débarrasser, de nous délester d'un certain nombre de choses qui nous avons acceptées et qui nous importunent, qui nous pèsent. Et inversement, il y a des moments où après nous être débarrassés d'un certain nombre de choses, nous avons besoin en revanche de nous approprier de nouvelles choses, ou nous réapproprier éventuellement ce que nous avons évacué. Ça, c'est un premier point. Le deuxième thème que je voudrais aborder avec vous, qui recoupe évidemment mes travaux dans différentes directions, c'est à la suite d'une conversation que j'ai eue avec des Africains du Congo et de Côte d'Ivoire. Et dans ces deux pays, le Congo, il y a deux pays qui s'appellent Congo, enfin, peu importe.
dans ces deux pays, il y a un très grand nombre d'ethnies, ce qu'ils appellent des ethnies. C'est-à-dire un très grand nombre de langues, en tout cas. Ça, c'est le fait. L'ethnie, la langue, bon, enfin, restons-en au niveau des langues. Et donc, un de mes amis, pour ne pas le citer, Anis Hilaire Okaba, avec qui j'ai d'ailleurs une interview que vous pouvez trouver sur Internet, me disait qu'il y avait, je ne sais pas, une vingtaine de langues dans son Congo, Brazzaville, je crois. Et donc chacun, et il disait, bon, ben, logiquement, les gens vivent avec les personnes qui parlent la même langue. Et donc, il était d'accord, alors il était forcément confronté à ce qu'on appelle de la multiculturalité. Alors c'est intéressant parce que nous-mêmes en France, aujourd'hui, nous ne sommes pas confrontés à ce problème. Et même les Africains, souvent, on les entend parler français entre eux, on n'a pas conscience, enfin, on les voit parler parfois dans d'autres langues, mais globalement, on ne comprend pas le phénomène. On ne comprend pas la nécessité de la multiculturalité, et certains hommes politiques disent non, pas de multiculturalité, surtout pas, etc. Ce que je crois être une grave erreur. La multiculturalité, c'est effectivement la fragmentation, c'est vrai, de la société, fragmentation spatiale, parce qu'il y a des moments où il y a des territoires qui se constituent, des quartiers qui se constituent autour d'une certaine homogénéité particulière. Alors le paradoxe, c'est que autant chaque communauté doit comporter, et par son essence même, une certaine homogénéité, mais inversement, l'État qui coiffe, qui englobe toute cette diversité, doit au contraire être ouvert à cette diversité. Donc, il n'y a pas de diversité au sein de chaque communauté, mais les communautés vivent dans un ensemble qui est multiculturel. Et donc, voyez-vous l'interface. Donc, je disais à cet ami, Okaba, je disais, ben, finalement, oui, pourquoi n'y aurait-il pas des quartiers réservés à telle et telle population, à telle et telle communauté? Alors, ça fait évidemment hérisser beaucoup de gens qui entendent ce propos en disant qu'est-ce que ça veut dire, surtout les jacobins, n'est-ce pas? Ils ne comprennent pas qu'on puisse être membre d'une communauté donnée, avec tout ce que ça peut avoir d'homogénéité, et se situer au sein d'un ensemble de communautés qui relèvent d'une même autorité, d'un même État. Parce que le rôle de l'État, la légitimité même de l'État, c'est effectivement de faire cohabiter et d'augmenter éventuellement d'ailleurs le nombre de communautés dont il a la charge. Ce qui peut effectivement justifier une extension, une annexion, surtout si on annexe des communautés qui sont déjà représentées au sein de l'État en question. Et puis je voudrais terminer sur un troisième thème, un troisième volet, qui est celui du rôle de l'État dans la politique de l'emploi. Alors ça, c'est un sujet extrêmement complexe, parce que moi, je suis favorable à un État qui répartit les richesses, qui attribue à certaines populations moins favorisées des avantages sous forme d'allocation. C'est tout le problème de la politique fiscale. Mais je ne suis pas pour un État qui s'occupe de l'emploi. Non pas qu'il ne faille pas, évidemment, des fonctionnaires pour faire fonctionner, c'est le cas de le dire, cet État, ce qu'on pourrait appeler l'État fédéral, le FBI, comme diraient les Anglais, les Américains, Federal Bureau of Investigation, avec 3 mots français d'ailleurs. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État va bien au-delà de ces fonctionnaires censés faire fonctionner l'État. Même l'éducation n'est pas une nécessité de l'État, si ce n'est dans la mesure où l'on voudrait une éducation fédérale. C'est-à-dire quelque chose,
par exemple l'apprentissage d'une seule et même langue ou d'un certain nombre de valeurs communes. Dans ce cas-là, éventuellement, il pourrait y avoir des fonctionnaires fédéraux. Mais il vaut mieux laisser au secteur privé et aux communautés, au secteur communautaire, ce rôle, un tel rôle. C'est pour ça que je suis plutôt pour les Girondins que pour les Jacobins. Je pense que la gauche a vocation à être beaucoup plus girondine que jacobine, contrairement à ce qu'on croit. Mais il faut aussi qu'elle intervienne au niveau fédéral, je suis d'accord aussi. Là aussi, il y a une dualité. Mais je ne suis pas d'accord, par exemple, pour qu'un représentant public lie son élection à la baisse de la courbe de l'emploi. La courbe de l'emploi ne dépend pas, n'est pas sous la responsabilité de l'État. Elle est sous la responsabilité des différentes communautés, des différentes structures existantes. Mais l'État ne va pas s'endetter. On sait qu'actuellement, le grand problème des États, c'est qu'ils s'endettent. Ils s'endettent pour aider la population, mais aussi ils s'endettent, on dirait que c'est la même chose, pour créer des emplois. Et pour créer des emplois, ben, il faut investir, il faut rénover, il faut faire des tas de choses qui peuvent être très coûteuses. Et donc finalement, je crois que l'État devrait en rester à ce rôle de répartition, de redistribution, avec une dimension fédérale qui ne doit pas être exorbitante, une dimension de surveillance, de coordination, certes, mais il ne doit pas avoir peur de distribuer des allocations qui ne seraient pas en contrepartie des emplois. Et c'est d'ailleurs dans cette direction que l'on va lorsqu'on parle d'un revenu universel, etc. Bon, parce que si ce n'est pas la peine d'encombrer le fonctionnement des entreprises avec un nombre de fonctionnaires, un nombre d'employés, si vous préférez, le mot employé d'ailleurs envoyé aussi à la machine, comme on dit le mode d'emploi d'un certain appareil, c'est des mots qui sont quand même pas tout à fait neutres, et l'État doit n'a pas à s'occuper de l'emploi, il doit s'occuper des allocations, mais comme je le disais, moi je préfère une personne ou un appareil qui fonctionne bien, quitte à ce que d'autres personnes soient sous allocation. Parce que ce qui est important, c'est l'efficacité, c'est l'efficience, c'est la recherche. Si une personne fait mieux les choses que 10 personnes, laissons cette personne faire les choses et mettons les 9 personnes en vacances, disons les choses brutalement. Hein, on ne va pas créer des dysfonctionnements sous prétexte qu'on veut créer de l'emploi. C'est absolument inacceptable. On est bien d'accord là-dessus. Donc, laissons les personnes les plus compétentes, celles qui sont les plus impactantes, celles qui sont les plus efficaces, celles qui sont capables de mobiliser, de motiver, de produire de la nouveauté et des produits qui sont intéressants sur le marché international, par exemple, hein, les start-up, etc. Et considérons qu'une population importante doit être mise au chômage sous une manière ou d'une autre. Ou la notion même de temps libre des 35 heures, c'est une solution qui consiste aussi à... bon, on ne peut pas dire que ce soit génial comme idée, mais ça veut dire qu'il faut plus de temps libre. Il faut que les gens profitent de leur temps libre. On leur donne des allocations, avec le développement des médias, de la numérisation, beaucoup de loisirs sont gratuits. On l'a vu, on le voit actuellement avec les formes de cinéma illimité. Hein. Pour 20 € ou moins par mois, vous pouvez aller voir tous les films que vous voulez. Bon, il faudrait faire ça aussi au niveau des théâtres, au niveau du cinéma. Et puis aussi, il y a le problème des cultures de proximité, des cultures de quartier. Mais je veux dire qu'on revient un peu à la formule romaine du pain et du cirque. Les gens, il faut qu'ils puissent manger. On peut multiplier les restaurants du cœur. On peut multiplier les lieux de distraction. Voilà. Et puis on peut multiplier les bibliothèques.
que les gens fassent des mémoires, qu'ils écrivent, qu'ils s'informent, qu'ils pensent, sans considération au niveau de l'emploi. Et c'est pour ça que le mot emploi fait problème, comme le mot fonctionnaire. Ce sont des mots qui sont réservés finalement au langage des machines. Non, disons qu'ils aient une activité créatrice ou récréatrice, si on veut. Création et récréation, je crois que c'était une belle formule. Voilà.